Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. J'aime ton look. T'aimes ça, oui, les nouvelles j'aime, Ray-Ban? Ben oui, ouais. c'est un nouveau look. Écoute, Problème de vision, mon Alex? Ben, on va le lancer comme ça. Je t'aime beaucoup. L'optométriste m'a juste dit de les porter à temps plein en ce moment pour m'habituer. Absolument. Mais en théorie, j'en ai besoin plus pour conduire le soir, pour plus voir les détails et pour lire un peu. Mais sinon, j'en ai pas de besoin. Connaissant le personnage, vous risquez peut-être de le croiser à l'épicerie avec ses petites lunettes. Ben oui, je les aime. Hein? Hey, François, je vais t'écœurer à mon tour parce que Vas-y. c'est une émission intemporelle en ce moment. Il y a Ouais, pas- t'es où présentement, Donc, toi? je suis ici, mais dans les faits, je suis là. Alors, vous voyez la photo, théoriquement, parce que je ne suis pas parti encore, mais je devrais être en photo avec Renaud Lefort. Ouais. Et toute la famille, Marie-André, les filles, on est allés rejoindre Renaud parce qu'on fait un petit voyage humanitaire à Holguín, Ouais. à Cuba. Alors, jouer à la balle? On s'en va jouer à la balle. Donc, on est là présentement. Alors, voilà. Donc, je suis à Cuba pendant que vous Bon regardez voyage à l'émission. distance, mon Alex? Ben oui, bien content. François, belle émission. On parle de foot cette semaine. Absolument, avec notre ami Alex Surprenant qui est là en première partie pour faire un retour sur sa première saison en tant que coordonnateur offensif des Stingers de Concordia au football universitaire. Et en deuxième partie, on garde Alex, mais on amène Alexandre Gouin de Football Québec qui va venir parler de la mission de Football Québec, de sa mission à lui. On va parler des commotions cérébrales. Un gros show 100% foot. Et une belle nouvelle également qu'ils vont nous apprendre pour une deuxième année Absolument. avec Coach Surprenant. Donc, on s'arrête et au retour, c'est ça. Bienvenue à Sport Express. François, il a sa carte chouchou, alors bien content que finalement il a décidé de l'utiliser. Il était le premier. Cette semaine. Écoute, on le recevait souvent à titre d'entraîneur-chef des Géants ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais maintenant il est coordonnateur offensif des Stingers de Concordia. On parle bien sûr d'Alex Surprenant. Salut. Bonjour, Le messieurs. coach. Ça te fait bien le marron, c'est ça le couleur? Pas si mal, hein? J'ai conservé le jaune, mais on a tradé le vert pour le marron. Écoute, l'an passé, quand tu es venu nous voir, ça venait de se faire. Tu venais d'être engagé, vous étiez en processus pour le nouvel entraîneur avec les Géants. C'est fait maintenant, première saison derrière la cravate, une saison en dentier, on va se le dire. Comment tu as trouvé ça d'abord? Parce que tu as joué universitaire, mais de coacher universitaire, comment ça a été? Oui, bien, c'était une saison vraiment, comme tu as dit, avec des hauts et des bas. Je pense qu'on a pris en charge un groupe. Il faut qu'on avait une culture à changer à travers ce groupe-là, apprendre à ces gars-là à gagner. On l'a fait à 2 occasions contre Sherbrooke. On a réussi à se tailler une place en série, ce qui n'avait pas été le cas lors de la saison 2018. Fait que, néanmoins, pour nous, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Puis il faut comprendre aussi que le cycle universitaire, c'est un cycle de 5 ans. Fait que, quand tu commences à recruter, tu ne verras pas les effets à court terme. Pour l'entraînement, pour le développement des joueurs, c'est la même chose. Donc, il faut être patient dans tout ça aussi. Je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre. Sans dire, parce que j'ai suivi ta saison, j'ai lu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, sans dire qu'avant, c'était un clubhouse. Quand vous êtes arrivé, ça a dérangé un peu, ça a brassé un peu en début de saison. Vous avez mis votre marque, ça a bien été quand même? Parce qu'au début, ça n'a pas été évident. Bien, tu sais, c'est clair, parce que, tu sais, mets-toi dans la peau d'un gars qui est là depuis 3-4 ans, puis qui surfe sur la vague sans trop de demandes ou d'exigences. Puis là, tu te fais donner des exigences qui sont beaucoup plus strictes, mais qui, aux yeux des entraîneurs et pour les joueurs qui ont des bonnes intentions, mais que c'est simplement la moindre des choses à faire, c'est-à-dire s'entraîner 6 fois semaine, faire du vidéo, se préparer pour les matchs. Donc, ça a été, pour certains, un choc. Ces gars-là ont quitté. Puis pour les autres, là, on peut parler d'un jeune noyau qui va vieillir, mais avec les bonnes méthodes de travail. Alex, tu as été pendant des années entraîneur en chef. C'est que les Géants ont gagné des championnats. Parle-nous un petit peu de la transition de passer d'entraîneur-chef à entraîneur adjoint, si tu veux. Bien, ça, pour moi, c'est un bout que je voyais intéressant. Quand tu es entraîneur en chef, tu as énormément beaucoup d'administration à gérer, un peu moins de temps à louer au X et au O. Alors que là, comme commentateur offensif, payé uniquement pour faire ça, c'est clair que là, ça me permet. Puis encore là, je suis justement dans cette séquence-là de l'année où je peux étudier des équipes de la NFL, de la NCAA, de la Ligue canadienne, pour être capable de voir ce qui se fait de nouveau là, du côté de l'attaque. Tu sais, en même temps, quand tu es coordonnateur à l'attaque, oui, tu te rapportes à l'entraîneur-chef, mais tu es quand même boss de tes propres affaires, dans le sens que tu gères tes affaires. Puis sais-tu quoi, Brad, il est très bon pour ça. Je pense que du côté de Ed Filion en défensive ou de moi à l'attaque, on est vraiment, comme tu dis, les boss de nos départements. Puis on a totalement carte blanche vers où on s'en va avec notre unité. Fait que ça, c'est très agréable.
La semaine passée, le camp hivernal, si on veut, s'est terminé. Comment ça s'est passé, Alex? Écoute, ça a bien été. On vit une transition au poste de carrière. Tu sais, Adam Vance, qui a gagné l'MVP au Québec l'année dernière, qui était finaliste avec Creighton au niveau canadien, il nous a quittés. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent peut-être au niveau de notre potentiel offensif. Puis, tu sais, là, en ce moment, on a un gars qui s'appelle Olivier Roy de l'Apocatière, tu sais, qui est très méconnu, c'est normal. C'est un gars de Division 3, mais qui a impressionné, notamment en demi-finale l'an dernier contre le Rouge et Or, où il a vu la majorité de l'action dans l'année pour lui. Puis là, au camp, ça a été encore lui qui a mené la première unité. Fait que, tu sais, comme lui, ça va être un jeune gars de deuxième année, une jeune ligne offensive également. Puis au niveau des receveurs, on a un gars comme Jeremy Murphy qui a super bien fait, qui a été nommé meilleur recrue au pays l'an dernier quand même. Jacob Salvaille, Vincent Lassane-Junior qui revient pour sa 5e année. Donc on va quand même avoir encore une fois, on va être dangereux au niveau aérien, ça je suis pas inquiet. Là, c'est un peu différent, dans le sens que là, le camp est fait, le camp hivernal. Alors, il n'y a pas de football pour toi avant le mois d'août, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Là, en fait, nos gars sont en semaine de pause, où là, après ça, on va retomber à temps plein dans la préparation physique, à l'école également, avec les études. Donc, puis après ça, à partir de, je dirais, fin avril, début mai, on va tomber plus dans la phase d'entraînement qui est été. Fait que, tu sais, on fait quand même du développement individuel ou de position avec les entraîneurs. On a la chance d'avoir un dôme à Concordia qui est annexé aux installations. Fait que, moi, avec les carrières, par exemple, durant les 7 premières semaines de l'hiver avant d'arriver au camp, on avait une fois semaine une période de développement individuel. Donc, c'est des choses qu'on va continuer à faire. Je veux que tu nous parles un peu de l'importance du programme sportif à l'Université Concordia. Tu sais, on sait que vous avez un club de hockey qui performe bien avec un entraîneur, Marc-André Léman, que je salue, qu'on connaît bien ici à Saint-Jean. Quelle importance le sport prend du côté université? Mais écoute, je pense qu'on est un peu rendu là. Si tu regardes, puis moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de ça pour avoir visité puis été dans une université pendant 4 ans. La qualité des bâtiments académiques à Concordia, moi, ça m'a impressionné. Beaucoup, plusieurs dizaines de millions de dollars investis là-dedans. Là, je pense que la prochaine étape, c'est de prendre soin de son département sportif. L'université est consciente de ça. C'est des mots qui ont été sortis, qui ont été dits par la direction de l'université. Fait que je sais qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour nous dans le futur. Là-dessus, je ne suis pas inquiet. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles pour nous. Toi, tu as joué à Laval, tu es habitué au niveau francophone, tu as travaillé avec les géants également. Là, tu es au niveau anglophone, McGill, Concordia. Est-ce que tu vois une différence entre le milieu d'éducation anglophone et francophone? Parce que souvent, les gens disent qu'il y a quand même un pont entre les deux. Je dirais au niveau d'éducation, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais des infrastructures, je pense que les Anglos, des fois, ils en mettent un peu plus. Oui, bien c'est ça. C'est là que ça, c'est ce que j'ai hâte de voir, justement. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis certains, effectivement, les États-Unis, ou surtout, ce que je pourrais dire que j'ai vu comme qui est très fort, il y a quand même 45 ans de football à Concordia, là, pour les gens qui ne savent pas. Donc, déjà, on voit beaucoup d'anciens qui sont proches du programme, puis je les ai vus dans différentes occasions, des 5 à 7, ces choses-là, qui viennent à nos matchs. Ça, c'est intéressant. Puis des fois, c'est un peu moins facile avec les francophones de ce côté-là. Donc ça, certainement, ils se distinguent pour ça. Souvent, les Anglos vont redonner plus à leur université que les Francos. Je dis pas que... Même dans les hôpitaux aussi. Oui, exactement. C'est peut-être plus inculqué dans leur... Dans leurs mœurs, peut-être, de redonner, mais c'est vrai qu'au Québec, un peu moins. On en voit, mais un peu moins quand même. Puis notre job, je pense, comme nouveau staff, puis ça, Brad, ça fait partie de son mandat aussi, c'est de développer des liens, justement. Aller chercher des anciens qui sont prêts à contribuer financièrement pour aider le programme. On n'est certainement pas les plus riches, on n'est pas les plus pauvres non plus, mais je pense qu'il y a tout le temps de progression dans le budget qui peut être fait annuellement. Tu as eu la chance de voir de bons joueurs de football, d'en coacher beaucoup. Là, tu étais entraîneur universitaire, une première pour toi. Comment c'était le feeling de jouer contre les Carabins? Tu savais que c'était Dimitri qui était carrière. C'était comment? Je pouvais donner des bons scouting reports sur mes anciens, mais non, blague à part, c'est sûr que c'est... Ça, puis ça, c'est flatteur, là. Je demeure aussi très fier. Puis à toutes les fois que je joue une équipe différente, il y a tout le temps des anciens géants là-dedans. Fait que je prenais le temps après la partie d'aller saluer ce gars-là, prendre des photos, quoi que ce soit. Puis j'ai conservé des bonnes relations avec la plupart de ces gars-là, notamment Dimitri. On se parle régulièrement encore aujourd'hui. Je veux qu'on en parle des géants, Alex, parce que tu as été quand même, tu es encore impliqué avec l'équipe. Dominique Picard qui s'en vient ici comme entraîneur. Grosse nouvelle. Quelle grosse nouvelle comme coordonnateur offensif. C'est une bombe que vous avez sortie. Super bonne nouvelle. Puis Dominique, tu sais... Tu as joué avec, toi? Non, j'ai pas joué avec. Moi, quand je suis arrivé, il venait de quitter pour la Ligue canadienne. Fait que, je ne l'ai pas vraiment connu à Québec. Je l'ai connu, par contre, justement, avec le programme de certification nationale des entraîneurs, donc le PNCE, où il a commencé à faire ses classes, peut-être il y a 2-3 ans. Une personne très humble, qui a soif d'apprendre, qui travaille très fort. Puis c'est pas nécessairement toujours le cas de ceux qui ont eu une longue carrière professionnelle, qui n'ont pas toujours le réflexe d'être des travaillants comme ça. Puis c'est vraiment un football junkie, là, comme si vous me permettez l'expression.
l'expression. Puis justement, il a assisté à notre camp la semaine dernière pour observer un peu comment on faisait les choses offensivement, puis on va se rencontrer dans les prochaines semaines. Quel ajout pour le Absolument. Le gars a une belle carrière universitaire, une belle carrière dans la Ligue canadienne. Tu n'es pas obligé de choisir le programme des géants non plus. Pour la notoriété. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, off the record, comme ça, qui a décidé de venir... ça ne sera pas off the record, mais on va... Non, mais peut-être, j'aimerais ça que tu nous dises des choses que... Je répondrai pas pour lui, parce que je connais pas les détails là-dedans. Je pense que lui, il veut progresser dans le football. Il est au niveau scolaire, je pense, pendant 2 ou 3 ans avec le séminaire Saint-François. Le rendu au collégial Division 1, il ne faut pas sous-estimer cette ligue-là. Au niveau du coaching, il y a de l'excellent coaching qui se donne là. Donc, je pense que c'est une bonne étape de progression pour lui comme coach. Donc, ça, c'est probablement un des facteurs qui était déterminant. As-tu suivi les Géants l'année passée, Alex? Coach Bégin, sa première saison. Comment tu as aimé la saison des Géants? Bien, c'est sûr que j'ai été mandaté souvent là comme recruteur. Je pense que j'ai vu presque tous les matchs, peut-être un à domicile. Je pense que ce qu'il faut mentionner, là, c'est que oui, on n'a peut-être pas fait les séries. Mais moi, j'ai été les 9 ans précédentes avec Saint-Jean, j'avais jamais vu autant de blessures. Puis au cégep, à part peut-être Lennoxville, peut-être André Grasset, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de survivre à autant de blessures que ça. Je pense que ça a affecté directement le rendement de l'équipe. Coach Bégin n'utilisera peut-être pas ça comme excuse parce qu'on ne veut jamais le faire comme entraîneur, mais c'est plus mon équipe, fait que moi je peux le faire à sa place. Puis je pense que ça aurait été un facteur déterminant. Ton équipe, une des équipes contre qui tu joues, l'Université de Montréal, on en parlait tantôt, a changé d'entraîneur en chef. C'est normal parce qu'il est rendu DG avec les Alouettes de Montréal. On parle bien sûr de Nani Mathieu-Chia. Et là, de voir des gens comme Cecchini comme président, Mathieu-Chia comme DG, Carey Jones qui a fait un job extraordinaire l'an passé, et de voir que les Alouettes semblent vouloir donner la chance à des joueurs québécois. Là, on l'a vu parce qu'il y a quand même des gros noms qui ont quitté, mais c'est des Québécois qui les remplacent. Toi, un gars qui est universitaire, canadien, de voir que les Alouettes vont redonner la chance aux Québécois, ça doit être le fun. Bien, c'est super. Puis pour les joueurs, je trouve ça super excellent. Puis moi-même, avant ça, de voir une organisation, on sent que la CFL, c'est très anglophone comme milieu, de donner une opportunité à un Québécois comme Danny pour être directeur général. Je trouve ça très... Moi, comme entraîneur, je trouve ça motivant, c'est le fun. Lui, il réussit à se rendre là comme directeur général à Montréal, dans sa ville. Puis j'avais envoyé un petit message texte, même si on ne se connaît pas beaucoup, parce que j'étais quand même fier en tant qu'entraîneur de voir ce parcours-là. Puis là, c'est clair que là, si tu commences à rentrer du monde dans le front office ou du monde dans le personnel de l'entraîneur, mais là, c'est clair qu'après ça, tu es plus favorable, je pense, à faire l'embauche de joueurs québécois, parce qu'évidemment, les gars comme Danny ou André Bolduc qui a été avec le Vert-et-Or connaissent beaucoup le milieu universitaire québécois. Mais tu as joué la game. Le vois-tu vraiment comme une motivation pour un joueur de dire, écoute, c'est rendu, il y a plusieurs Québécois maintenant dans l'entourage des Alouettes. Ça peut-tu vraiment nous donner une chance? Est-ce qu'à talent égal, on va prendre un Québécois? Je peux pas répondre pour lui. Je pense que oui. Puis je pense qu'au niveau de l'organisation, on sait que les nouveaux propriétaires semblent avoir l'intention d'investir aussi. Je pense que l'organisation en tant que telle a aussi, un peu comme Concordia, peut-être une mise à jour à faire. L'argent, c'est pas un problème. Non, c'est ça, exact. Terrain de pratique, les installations. J'ai entendu des histoires là-dessus. Fait que je pense que s'ils font ça, ça va aussi aider le recrutement d'agents libres, puis certainement Québécois. Plusieurs personnes parlent avec le retour à temps partiel des Expos et des Rays. De plus en plus, on parle de ce fameux stade qui accueillerait peut-être les Alouettes dans le centre-ville de Montréal. Parce que c'est vrai que les installations commencent. Tu sais, moi, l'année passée, c'était bien le fun, les speeches de Carey Jones, parce qu'ils étaient bons, ils étaient quand même émotifs, mais ça permettait de voir à quel point la salle des Alouettes et le vestiaire des Alouettes, la McGill, c'est désuet. C'est un endroit qui loue, hein, ça ne leur appartient pas. Donc, en partant, c'est sûr que je pense pas que c'est adéquat. Fait que je pense que comme équipe professionnelle, c'est pas rêvé d'espérer pour un stade éventuellement. On reçoit Alexandre Gouin de Football Québec dans quelques instants, deuxième partie avec toi. Dernière question, Alex. Est-ce qu'au football, moi je me pose la question depuis longtemps, est-ce que quand tu es entraîneur adjoint au football, c'est un peu comme au hockey, l'entraîneur adjoint est toujours plus près de ses joueurs que l'entraîneur-chef? Est-ce que c'est la même chose au foot? La comparaison que je ferais, c'est probablement un coach de position versus un coordonnateur. Puis plus tu vas être haut dans l'échiquier, plus tu vas être distant des joueurs. Moi, je pense que mes coachs de position sont plus proches des joueurs. Puis moi aussi, j'essaie d'être quand même un peu plus proche que quand j'étais comme entraîneur-chef. Ça serait la meilleure comparaison à faire, c'est vraiment les coachs de position. Parce qu'on le disait tantôt, tu es leur boss entre parenthèses. Même plus que des fois que l'entraîneur en chef, c'est vraiment vers toi qu'ils vont... c'est sûr ils vont me voir beaucoup plus souvent en meeting, ça c'est certain. Donc c'est moi qui va corriger les erreurs, qui va en parler. Donc ça, c'est sûr que c'est moi qui peux être vu comme étant le bad cop des fois à l'offensive. Ça. On va s'arrêter. Alexandre Gouin de Football Québec est là au retour. Belle nouvelle également que tu vas pouvoir nous annoncer. On s'arrête. Et au retour, on revient avec les deux. Alex, on va être trois. Je sais pas qu'est-ce qu'on va y aller, moi, finalement. C'est ça, exactement. Bougez.
Nous sommes de retour à Sport Express et tel que promis, le coordonnateur technique de Football Québec, Alexandre Gouin, est avec nous. Salut. Bonjour. Nouvellement joannais, Alex. Ben oui, c'est ça. Bienvenue dans la région. Ben oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Et écoute, parce qu'on est en HD, on va se le dire, là, les gens qui font comme Alex a changé de polo. Ils vont le voir tout de suite. Exact. Tu as mis le polo de Football Québec. Il y a une raison à ça. Une belle nouvelle pour une deuxième année consécutive. Ben oui, pour une deuxième année consécutive, Alexandre Surprenant va faire partie de notre équipe d'entraîneurs de notre équipe nationale. Le Team Québec, moins de 18 ans. Donc, on est très, très ravis de son retour. Puis, c'est une bonne nouvelle pour la continuité de l'excellence de notre programme. Félicitations, parce que c'est ta deuxième année. Ça n'a pas été trop compliqué de dire oui, j'imagine. Tu avais non, déjà l'expérience. Non, puis c'est encore sous les ordres de coach David Lessard, Ouais. qui est coordonnateur offensif à McGill actuellement. Puis je l'avais fait aussi l'année précédente avec les moins de 16 ans comme coordonnateur d'unité spéciale à ce moment-là, toujours sous les ordres de coach Lessard. Fait que troisième année pour moi, c'est un défi qui est intéressant, c'est le fun. À Vancouver en plus. Ah, c'est Wow. Comment dire non? Il y a des pires places. C'est ça, c'est ça. On va se le dire. Écoute, on l'a dit tantôt en blague, nouvellement joannais, à la base un petit gars de Bedford, t'as quitté à 10 ans, mais avant tout, pour être coordonnateur technique à Football Québec, il faut être un gars de foot. Faut connaître la game. Ça a commencé comment, cette passion-là, Alex, pour toi? Moi, dans le fond, j'ai toujours apprécié le football. J'ai regardé mon premier match, c'était en 1998, un Super Bowl. Je suis tombé en amour avec le sport en regardant le Super Bowl. Puis depuis, je suis rentré au secondaire au Collège Notre-Dame. J'ai fait mes 5 ans en tant que cactus là-bas. Ensuite, 3 ans. Fait que t'as été... moi, j'étais un maraudeur du Collège Laval, moi. Alors, Mais dans le temps, vous n'étiez pas dans la même ligue. Non, Non, donc on n'a pas affronté les maraudeurs à cette époque. Puis ensuite de ça, j'ai fini mon parcours de joueur 3 ans au Collège André Grasset. Ouais. Puis après, j'ai commencé à être entraîneur tout de suite avec les Cactus et j'ai fait aussi 1 an avec les nomades du Collège Montmorency et 1 an avec le Collège André Grasset comme entraîneur de ligne à l'attaque. OK. Coordonnateur technique maintenant à Football Québec. Quand on est un gars de foot à la base, qu'on tripe, c'est une job de rêve, ça? Oui, ben ça me fait rencontrer, justement, tu sais, Alex, on s'est affrontés sur le terrain, mais on s'était pas connus. Puis c'est à travers nos équipes d'excellence que j'ai rencontré plein de passionnés, plein de bons gars de foot, justement. Puis c'est une des très belles parties de ma job, justement. Parle-nous ton rôle, ça consiste en quoi? Bien, principalement, moi, ce que je fais, c'est que je coordonne toutes les activités autour de nos équipes d'excellence. Ça, c'est mon plus gros mandat, je dirais. Puis l'autre mandat, c'est la formation des entraîneurs. Tantôt, Alex a parlé des PNCE. Bien, c'est moi qui mets en place tout ça, justement, pour assurer une continuité. Continuité des entraîneurs. Tu sais, des fois, le hockey, on a tous une base, mais moi, je trouve ça... Désolé, il y en a qui vont dire que c'est moins technique. Ce l'est, mais quand même. Le foot, c'est excessivement technique. Des fois, tu peux être un bon papa, une bonne maman, tu veux t'impliquer, mais à un moment donné, comment ça va la relève chez les entraîneurs au niveau du foot? Ben, on se mentira pas, c'est un défi parce que justement, à haut niveau, on s'en fait pas trop parce que c'est souvent d'anciens joueurs qui viennent redonner, donc qui ont des bases solides. C'est plus au plus petit niveau où là, c'est papa, maman qui vont venir être bénévoles. Et là, ben, il faut mettre en place justement des formations pour eux, pour leur apprendre le jeu, pour leur apprendre les règles, pour leur apprendre des techniques de plaquer et bloquer sécuritaires. Donc ça aussi, ça fait partie de mon mandat de mettre sur pied ce genre de formation-là et de les rendre accessibles pour tous les entraîneurs du Québec, que ce soit le petit gars de la tombe ou coach universitaire. Ça fait longtemps qu'on parle du phénomène, du fléau des commotions cérébrales au football. Je pense que c'est moins pire que ce qu'on entend. Avant de t'entendre là-dessus au niveau de Football Québec, votre avis là-dessus, Alex, au niveau du football universitaire, comment ça se passe de ce côté-là? Tu sais, que ce soit universitaire, collégial ou les petits niveaux, je pense qu'il y a eu une réforme un peu au niveau de la technique de plaquer. Puis j'ai été formateur pour Football Québec pendant 2 ans à la fin de mon parcours avec les géants où je donnais la formation contact sécuritaire. Puis les entraîneurs universitaires ont dû la faire, les entraîneurs collégiales ont dû la faire, juvéniles et jusqu'aux parents que vous parliez tantôt. Fait que c'est sûr que pour certains, ça va être beaucoup plus facile, cette formation-là, mais pour d'autres, on part complètement de zéro. Fait que peu importe le niveau, je pense qu'à ce temps, on fait beaucoup attention à ça. Il y a que ce soit des physios, des thérapeutes du sport qui sont formés pour ça maintenant. Donc, on va retirer en prévention les joueurs très rapidement du jeu pour éviter des secondes impacts qui peuvent être très dangereux. Puis je pense que ça, c'est sûr que le haut, ça se fait très bien. Puis je pense que le but de la fédération, surtout, c'est de travailler pour que ça se fasse très, très bien au niveau des petits niveaux aussi, parce qu'on ne veut pas que ça arrive, évidemment, aux plus jeunes joueurs.
C'était ma prochaine question. Au niveau de la Fédé, comment vous le traitez? Ben, dans le fond, je pense que tout est parti du reportage de Radio-Canada sur les commotions cérébrales. Puis là, ça a créé l'effet d'une bombe. Puis je pense que la Fédération et Football Canada a fait une bonne job d'avoir des solutions à ce problème-là. Donc, on a mis sur pied 2 formations obligatoires pour tous les entraîneurs, peu importe le niveau. On a mis des il y a des nouveaux standards en termes de sécurité où il y a un thérapeute ou un secouriste football qui doit assister à chaque pratique. Obligatoire. Et à chaque match pour enlever justement le coach impliqué émotionnellement qui ne veut pas perdre son superstar puis dit « Ah non, continue », on rajoute une tierce personne qui va prendre la décision pour rassurer le joueur et rassurer les parents dans tout ça. Moi, je pense que ce qui a été le mieux fait, c'est le changement de mentalité auprès des entraîneurs. Les entraîneurs sont plus conscients, puis ont changé leur façon de faire, puis c'est ce qui assure le succès puis qui rend le sport beaucoup plus sécuritaire parce qu'ils ont des nouvelles pratiques. Donc, tu me confirmes que vous n'avez pas vraiment senti de réticence de la part des coachs par rapport à ça? Au contraire, c'était bien vu, là? Non, je pense que les coachs veulent le bien-être du sport. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que s'il n'y avait pas de modification des pratiques, ça se pourrait que le sport soit en danger. Puis je pense qu'ils s'en sont rendus compte quand Alex était peut-être au niveau collégial, quand il devait recruter, il y a peut-être un moins grand bassin. Il y a plein de programmes qui ont fermé, mais on essaie de changer la culture, changer ce que les gens pensent du football parce que, tu sais, on a un bel exemple, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un médecin, il comprend les risques, il en a subi une l'année dernière, une commotion cérébrale, puis il continue à jouer quand même. Donc, oui, il faut faire attention, il faut le traiter correctement, mais c'est pas parce qu'on subit une commotion cérébrale qu'on va subir des répercussions à vie. Donc, il faut juste faire attention. Puis j'ajouterais, des fois, on pense que le football, c'est le pire sport, mais statistiquement, je pense que tu regardes le soccer, tu regardes le hockey, tu regardes le cheerleading, tous les sports de la boxe, le UFC, ces affaires-là. Il y a beaucoup d'autres sports qui sont très dangereux également, mais moi, je considère, en tout cas, puis selon surtout ce que j'entends, ma conjointe est physiothérapeute, elle le sait, au football, on est très, très, très proactif là-dessus versus d'autres sports que je n'aimerais pas, qui sont en arrière en ce moment parce qu'ils n'ont pas suivi la vague que nous, on a suivie dans les derniers 5-7 ans. Là, mais est-ce qu'on sent moins d'inquiétude au niveau des parents? Je me rappelle, Alex, tu venais il y a quelques années, on parlait de recrutement, puis souvent, c'est une question qui revenait commotion cérébrale. Est-ce qu'on sent maintenant que les parents sont peut-être plus sensibilisés au message justement que vous voulez passer? Je pense que oui, mais je pense que ça va prendre encore un certain moment à se voir. Pourquoi? Justement, à cause de Laurent Duvernay-Tardif qui vient de gagner un Super Bowl. Je pense qu'on va bâtir là-dessus, puis que là, les parents vont, peut-être que c'est pas aussi dangereux, mais je pense que ça va prendre encore un certain moment à ce qu'on puisse voir les effets. Il y a malheureusement des petits bonhommes ici dans la région, on le sait, à l'automne, qui n'ont pas joué parce qu'il manque d'effectifs et tout ça. On en a parlé avec les commotions, mais comment se porte le foot en général au Québec? C'est un sport qui change. Je pense que les façons de faire vont peut-être devoir changer aussi. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui jouent à 20, 21 joueurs. C'est peut-être pas nécessairement bon pour la progression du sport, mais on va peut-être devoir revoir nos pratiques puis avoir des regroupements d'écoles. C'est toutes des possibilités qu'on envisage, mais il n'y a rien de concret. Mais on se pose beaucoup de questions parce que justement, le football en région est une de nos priorités aussi. On veut essayer d'accroître la popularité du sport, puis le sport en région, c'est un autre. Je t'ai entendu soupirer là-dessus. Tu as une opinion, vas-y. Non, mais c'est sûr qu'on... Je pense qu'il y a des programmes qui ont fait des... Je me rappelais des souvenirs quand je recrutais pour les géants, avant de faire les formations de contact sécuritaire, où là, des fois, je voyais des choses dans des pratiques que je me disais, ça ne devrait pas se faire en ce moment, mais ça se faisait. Mais là, j'avais mon chapeau de recruteur, donc tu marches sur des œufs, mais là, je suis content de voir. Puis moi, je suis positif dans ce débat-là parce que je l'ai vu, la différence. Je les ai formés, les parents qui arrivaient, puis quand je posais, combien d'années d'expérience que tu as? 1 an, puis ça levait la main, beaucoup, c'était leur première année. Moi, je me dis, ces gens-là, on les a bien partis. Alors que plus souvent qu'autrement, c'est des mauvais plis appris dans le passé que tu dois casser. Parce que quand le gars avait joué longtemps au football, puis ça l'était fait enseigner de l'ancienne façon, on utilisait beaucoup notre tête dans le plaqué, c'est lui que je dois changer sa façon de réfléchir le foot. Alors que le parent qui commence de zéro, s'il est bien initié, il n'y en aura pas de problème avec lui parce que c'est la seule façon qu'il va avoir apprise. Le civil, le scolaire, comment on va faire à un moment? Est-ce que c'est peut-être pas vers là qu'on va devoir peut-être faire une espèce d'annexer les deux? Parce que ça aussi, là, ça fait en sorte que tu as des bons joueurs d'un côté, tu as des bons joueurs de l'autre côté. Il y en a peut-être qui n'ont pas toujours les sous d'aller dans le collège. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça?
Il n'y a pas de recette parfaite. Large question. C'est une large question. Mais une bonne, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a déjà des régions dans lesquelles le scolaire et l'associatif cohabitent. C'est-à-dire, si je pense au Van 12 de Drummondville, eux, c'est des regroupements d'écoles, puis ils compétitionnent contre des regroupements associatifs. Ouais. Donc, c'est peut-être une avenue qu'on regarde pour essayer justement de sauver des programmes scolaires pour justement qu'on ne mette pas en danger, puis qu'on essaie de jouer du football à 12, quoi que rien contre le football à 9, mais d'essayer d'avoir une structure un petit peu plus efficace pour les programmes qui en arrachent un peu. Pour moi, le principal problème là-dedans, c'est les guerres d'ego. Ça passe souvent ça. Oui. C'est la bataille entre le civil et le scolaire, alors qu'on est pas juste au foot. Je suis très bien conscient de ça. OK, aussi, même chose. Voilà, alors que c'est de se parler, c'est de communiquer, c'est de savoir qu'est-ce qui est la meilleure structure possible, peu importe la région, parce que je pense que toutes les régions ont des réalités différentes, puis à Saint-Jean, je l'ai vécu, là, ce brasse camarade-là, puis ça c'est encore aujourd'hui, je pense que on peut encore s'améliorer, mais il faut communiquer, il faut prendre des décisions pour les jeunes et non pour les égos des entraîneurs. Là, il reste moins de 30 secondes. Tu as parlé un peu de Laurent Duvernay-Tardif. Pour le football au Québec, c'est un cadeau de Noël, ce qui vient d'arriver avec Laurent. C'est incroyable d'avoir. Je pense qu'il n'y a pas un plus beau modèle pour des jeunes, des jeunes adolescents. Tu sais, quelqu'un qui joue au football, qui a performé, qui est sérieux dans ses études, puis qui performe autant dans sa carrière de médecin, puis au football, qui a atteint le but ultime. Il n'y a pas une plus belle vitrine pour le sport. Définitivement. Tu sais, le fait que ce soit un Québécois qui fasse ça, c'est une chose. Le fait que ce soit un gars comme Laurent Duvernay-Tardif, dans le sens que le personnage lui-même, c'est extraordinaire. C'est le plus beau porte-parole que le football québécois peut avoir. Puis quand on a des gars comme vous autres passionnés, ça va juste aider la cause également. Merci les deux, Alex. Merci. Plaisir de s'en parler. Merci. François, parle-nous un peu des Pirates. Oui, les Pirates du Haut-Richelieu sont heureux d'inviter à leur camp de sélection 2A tous les joueurs qui évolueront au niveau moustique, pee-wee, bantam et midget. En 2020, Alex, il y a 5 semaines d'évaluation au total qui vont débuter du 14 mars et c'est jusqu'au 19 avril. Inscription et informations sur leur site pirate2a.com. NASCAR? Mais NASCAR, en fait, on ne peut pas vous le dire. Il reste 5 secondes, mais la prochaine course, c'est le dimanche 15 mars. C'est le Folds of Honor Quick Trip 500. C'est à Atlanta, en Georgie. Ne le manquez pas. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. J'ai raté. À la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.